Bien sûr, nous allons rester dans le même ordre d'idées, dans cet esprit de célébration de la Journée de la femme. Et nous recevons Madame Karima Boufnara, qui est responsable des incubateurs. Elle va nous expliquer exactement ce que c'est au niveau de l'université Mohamed Salah Boubnider de Constantine. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik, d'abord. Et Aïchik, merci. Et bonne fête, même à l'avance, en avance, mais bonne fête, bonne fête. Merci, Voilà. merci pour vos souhaits, merci pour l'invitation. Donc, je suis Dr Karima Boufnara, responsable de l'incubateur au niveau de l'université de Constantine III. En fait, les incubateurs, ce sont des structures qui aident les jeunes entrepreneurs à monter leurs projets en leur offrant un climat favorable justement au développement de leur entreprise. Donc l'incubateur, il va offrir à ces jeunes d'abord un hébergement, donc au lieu de concentrer leurs efforts, en fait, il va les aider à mieux se concentrer pour développer leurs projets au lieu de chercher des lieux pour héberger leur start-up déjà. Alors, quand on entend le mot incubateur, on va vers autre chose. Oui, on va vers les bébés. Ben voilà, c'est ça. Et c'est justement ça, hein, c'est tout à fait ça. C'est emprunté justement à la médecine. Donc les start-up, ce sont des jeunes pousses qu'il faut prendre en considération, qu'il faut choyer, dont il faut leur offrir un environnement favorable justement pour qu'elles puissent se développer correctement. Donc c'est pour ça qu'on appelle incubateur. Donc on les prend, ce sont comme si c'était des bébés que vous accompagnez dans leurs premiers pas. Tout à fait. Voilà. Mais, donc on les appelle d'ailleurs les jeunes pousses. Alors ces jeunes innovateurs, moi je vais dire innovateurs, mais bon c'est beaucoup plus détenteurs de projets. Tout à fait. Alors, tous ceux qui ont un projet, vous les accompagnez, c'est ça à peu près? Il faut savoir différencier start-up et micro-entreprise. Déjà, quand on parle de start-up, cela implique qu'il y ait de l'innovation dans le projet. Tout à fait. Donc, quand vous parlez d'innovation, vous avez totalement raison. Et ces start-up, donc, ce sont des projets où il y a une valeur. Il y a la valeur de l'innovation. Ce sont ces projets qu'on va prendre en charge au niveau de l'incubateur. Une micro-entreprise, c'est un projet qui a une valeur ajoutée sur le plan économique à la société. Alors, donc, parce que beaucoup, c'est un mot nouveau. Start-up, on entend, on sait que c'est jeune entreprise. Mais qu'est-ce qui fait, au-delà de l'innovation, qu'est-ce qui fait sa spécificité? Parce que mon projet, je crois que l'université a toujours eu des projets. Tout à fait. Je crois que la plupart, d'ailleurs, c'est l'une des tares que l'on peut reprocher au monde de la recherche scientifique, c'est de faire beaucoup de recherches, mais qui parfois ne sont pas concrétisées. Tout à fait, exactement. Donc dernièrement, il y a cette politique d'ouverture de l'université sur le monde socio-économique, justement, pour qu'il y ait de la coordination et aussi un rapport entre ce que fait l'université, donc le monde de la recherche, et le monde professionnel. Donc les chercheurs ont besoin de mettre en avant leurs travaux aux investisseurs, et les investisseurs aussi ont besoin de savoir où en est la recherche pour se développer et pour aller de l'avant. Pour revenir à votre première question concernant les startups. Les startups, oui. Tout à fait, exactement. Donc la startup, il y a cette caractéristique de l'innovation en premier, mais ce qui caractérise également la startup, contrairement à une jeune entreprise, c'est ce facteur de développement exponentiel. Quand on parle de startup, déjà le marché d'emblée il est international. Donc quand on parle de startup, on ne peut pas viser un petit marché local, etc. On vise déjà le national et l'international. Ça, c'est une première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est le développement exponentiel de la start-up. Donc, quand on parle de start-up, ça veut dire le chiffre d'affaires dans les 3-4 premiers mois, déjà, il va atteindre les millions, voire les milliards de dollars. Ah, c'est impressionnant. Voilà. Donc, et on parle même de start-up licorne. Bon, les licornes, ils ont un chiffre exponentiel de développement. Contrairement à une entreprise où le développement se fait de manière progressive et lente relativement à celle de la start-up. Alors, à l'université, je pense qu'il y a... on va dire que c'est le moment le plus propice pour un jeune étudiant ou étudiante. C'est le moment propice pour donner la pleine expression de ses idées. Je pense que c'est, en plus, à la faveur de la jeunesse, ça bouillonne, c'est beaucoup d'idées. Est-ce que vous arrivez à canaliser ces idées pour les amener à être concrétisées ?
Très bien, tout à fait, exactement. Donc, à l'université, c'est des jeunes qui ont entre 22 ans, 24 ans, 26 ans maximum. Maximum. Voilà, quoique les doctorants aussi participent avec leur projet, donc ils ont 2 ou 3 ans de plus que la moyenne d'âge. Ils ne sont pas nombreux, les doctorants. Ils ne sont pas nombreux, mais effectivement, nous sommes là justement pour canaliser toute cette énergie. Parce que les étudiants, ils viennent, ils sont jeunes, c'est tout à fait normal, ils ont énormément d'idées, ils ont de l'ambition, ils sont très dynamiques, mais justement, il manque de concentration. Donc, nous sommes là justement pour les aider à faire le focus sur leur projet, pour ne pas se disperser, pour ne pas aller dans tous les sens. Donc, l'incubateur aussi a cette mission de canaliser l'énergie justement pour aller dans la bonne direction. Alors, pour aller dans la bonne direction, est-ce que c'est vous qui allez vers les jeunes ou étudiants détenteurs de projets, ou est-ce que c'est eux qui viennent vers vous? En fait, il y a les deux. Donc, l'incubateur, généralement, ce sont les jeunes étudiants détenteurs de projets qui viennent vers nous, qui sont demandeurs d'incubation. Donc, il y a tout un processus. Donc, ces jeunes détenteurs de projets, ils passent par un comité scientifique de l'incubateur pour évaluer d'abord la validité de l'idée, son état de maturation, l'aspect innovant dans l'idée de projet. Donc, il y a cette démarche où les étudiants porteurs de projets viennent vers nous, mais aussi, nous, en tant qu'incubateur, nous faisons énormément de sensibilisation auprès des jeunes. Parce qu'un jeune en Master 2, il faut l'avoir sensibilisé dès son accès à l'université. C'est quoi le monde entrepreneurial? Comment il peut être porteur de projet? Comment lui peut être aussi porteur de postes d'emploi et créateur de richesses? Donc c'est un travail de sensibilisation qui se fait en amont. Donc pour que justement, lorsqu'il arrive à son projet de fin d'études, il ait suffisamment d'idées, un minimum d'informations et de formation sur la création d'entreprises pour qu'il soit tout à fait prêt à démarrer son projet de start-up ou son projet de micro-entreprise. Alors là, bien sûr, je sais qu'il y a de nouvelles orientations de votre tutelle qui ouvrent un peu les portes de cette ville universitaire qu'est le pôle de Constantine. C'est vrai que c'est une ville, 24 000 étudiants, je crois, c'est un peu plus peut-être, 24 000, c'est impressionnant. Oui. C'est impressionnant, c'est un flux d'étudiants, d'enseignants chaque jour, ça doit être, c'est une autre ville, c'est ça? Tout à fait, c'est une ville dans la ville en fait, c'est une ville dans la ville. On a des images, on a des images de l'Université 3, on peut les montrer au fur et à mesure. Donc, mais c'est une ville qui était ouverte à la création avec beaucoup de Fab Labs. Ça, c'est un nouveau terme aussi que je ne connaissais pas, que je viens de découvrir. C'est quoi exactement? Donc, les Fab Labs, voilà. Fabrication Laboratory, donc ce sont des laboratoires de fabrication justement où on peut faire les prototypages, on peut faire les essais de ce qu'on a envie de produire en tant que jeune entreprise. Donc, ce sont des surfaces qui sont équipées en matériel de pointe, un matériel technologique, un matériel de laboratoire, justement qui permet aux étudiants de procéder au prototypage justement de leur futur produit ou faire des essais. Voilà. Exactement, c'est tout à fait ça. Et ces essais, c'est l'université qui prend en charge? Tout à fait, c'est l'université qui prend en charge les essais et les frais. Parce que ça peut être, on va dire, une mission naturelle de l'université, mais c'est pas évident parce qu'il y a de la matière première, il y a des réactifs. C'est un investissement. C'est un investissement, justement. L'État investit maintenant dans l'université, l'État investit dans la recherche, l'État investit dans le développement et la création de start-up et de jeunes micro-entreprises. D'ailleurs, avec l'arrêté 1275, un projet de fin d'études, un projet innovant ou un projet de fin d'études, un projet de start-up, il y a énormément de mécanismes qui sont mis en place justement pour aider les étudiants et pour les aider aussi à financer leurs projets de start-up. Il y a récemment le fonds Algerian Startup Fund, donc c'est le fonds algérien pour les start-up qui peut aller jusqu'à hauteur de 15 milliards de centimes. C'est impressionnant.
Exactement, c'est pas rien. ce n'est pas rien. Bien sûr, le fonds algérien, il est actionnaire avec ces jeunes startups à hauteur de 19 à 29%, mais c'est important quand même. C'est déjà une aide conséquente au début de la... Exactement, et justement dans le financement des startups, on parle énormément de capital risque, donc ce sont des gens qui investissent énormément d'argent, et il faut savoir que le taux de réussite des startups dans le monde varie entre 3 à 5%. Donc, ce n'est pas énorme. C'est très aléatoire, il faut le dire. Ce n'est pas énorme, mais en même temps, si l'entreprise, si la start-up réussit, je vous ai dit auparavant... C'est une source de richesse. Le taux d'expansion de la richesse le taux est très impressionnant. On parle de millions et de milliards dès les 3 à 4 premiers mois. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle de capital risque. Alors, nos étudiants, bien sûr, qui ne rêve pas, eh bien, qui n'a pas rêvé plutôt de mettre en exécution son projet de fin d'études. En général, on a toujours un projet de fin d'études. Ça peut être, il y a eu beaucoup d'innovations dans le passé, mais est-ce que l'étudiant est prêt, on va dire, quand il fait son projet, quand il le met en maturation, quand il le propose à un jury, est-ce que c'est un projet pour start-up? C'est pas automatique, je veux dire. Non, ce n'est pas systématique. Ouais. Ce n'est pas systématique. En fait, les étudiants viennent, ils ont des idées de projet. Certains, il faut savoir qu'il y a différentes étapes dans ce qu'on voit. Il y a des étudiants qui viennent avec avec le prototype de leur produit, que ce soit une application ou un produit palpable ou le service. Il y a d'autres qui viennent uniquement avec une idée, mais avec une idée novatrice. Donc, il y a différentes étapes et justement, l'incubateur offre un accompagnement personnalisé. La personnalisation, c'est d'abord par rapport à l'état d'avancement de la maturation de l'idée, mais aussi personnalisé par rapport aux caractéristiques intrinsèques de cette start-up. Alors, l'université de Constantine, on a vu qu'il y a beaucoup de départements. On a vu dans les images beaucoup de départements dédiés aux startups, aux innovations. Ça veut dire que c'est devenu un souci, même je veux dire un objectif que l'université veut atteindre en offrant un espace aux étudiants. Tout à fait. En fait, c'est une politique globale, c'est une politique de l'État global de développement justement des startups et des micro-entreprises à travers le potentiel étudiant que l'université a. Donc nous avons un potentiel étudiant, mais nous avons également un potentiel enseignant. Et dans la plupart des projets que nous avons, c'est un partenariat étudiant-enseignant aussi. D'accord. Donc c'est un capital connaissance dans lequel l'État investit actuellement. Donc l'université de Constantine 3 possède un incubateur. Elle est en phase d'équipement de son Fab Lab, mais aussi nous offrons plus de 600 locaux pour accueillir les jeunes startups. Donc c'est assez considérable comme chiffre. Justement, j'allais en venir à ces locaux que vous mettez pendant 2 ans à un titre symbolique. Oui, pendant une année renouvelable. Un prix symbolique, pardon, oui, à 200 dinars le mois. Oui. C'est rien. Ouais, c'est un sandwich. C'est même pas. C'est vrai que c'est même pas un sandwich. 200 dinars. Ça, c'est un petit local pour que le porteur de projet puisse avoir un petit bureau. C'est ça, je crois, c'est déjà la première mesure. Moi, je ne le qualifierais pas de petit local, je le qualifierais d'un espace convenable. Très bien. Voilà, d'un espace convenable justement pour qu'il puisse développer sa start-up. Donc, assez souvent, les étudiants, ils sont dispersés, etc. Donc, nous leur offrons cet espace où ils peuvent se réunir. Donc, pour favoriser d'abord le contact, l'échange. Ce sont des espaces où ils peuvent travailler la journée, où ils peuvent veiller tard la nuit. Il faut savoir aussi que l'université a mis à la disposition des porteurs de projets 120 chambres au niveau des résidences universitaires pour les garçons et les filles. Donc, ils sont juste à proximité de leur lieu de travail. Donc, je qualifierais de lieu de travail, donc justement pour créer un environnement favorable à ces jeunes entrepreneurs. Et ça, c'est une directive. Je pense qu'à Constantine, on est déjà prêt. Les locaux sont prêts. Les locaux sont prêts pour accueillir. Moi, j'ai vérifié de visu, j'ai visité. Donc, ça veut dire que l'université se prépare à entrer dans une nouvelle ère, peut-être. Tout à fait, dans une nouvelle ère, dans une nouvelle phase d'innovation, de développement. Donc l'université participe de manière considérable au développement économique du pays. L'université forme
elles forment les déjà, futurs sa première leaders. participation, c'est déjà de former Voilà. des cadres, des compétences. des forme des compétences. Elle met des connaissances à la disposition de ces étudiants qu'ils vont utiliser à bon escient pour contribuer à leur tour au développement de notre pays à travers le développement de l'économie et donc à travers le développement de leurs start-up et de leurs jeunes micro-entreprises. Très bien. Alors, start-up, micro-entreprise, mais les domaines? Très diversifiés. Voilà. Très diversifié, très vaste. Pour vous donner une idée, à l'université de Constantine III, nous avons une faculté d'architecture, nous avons une faculté de génie des procédés, sciences politiques, agriculture, communication, un institut de gestion des techniques urbaines, et puis nous avons également la faculté de médecine. C'est pour vous dire la diversité des disciplines qui existent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons remarqué que certaines équipes sont interdisciplinaires, pluridisciplinaires. Donc les étudiants se choisissent entre eux à travers leurs compétences. Donc il y a des projets, on va trouver un médecin, un étudiant en médecine, un étudiant en génie des procédés, un étudiant en pharmacie. Et qui peuvent avoir le même projet. Ils se réunissent justement autour d'un seul et même projet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec la nouvelle loi, ils peuvent faire appel à des étudiants de d'autres universités. Par exemple, ils veulent développer leur projet, ils ont besoin de développer une application, ils peuvent faire appel à des informaticiens, donc de l'université de faculté d'informatique à l'université. Donc ça reste quand même très ouvert comme... très ouvert, très souple, très élastique aussi. Ouais. Voilà, donc il y a une souplesse justement qui permet de créer, ce que je disais tout à l'heure, un environnement propice au développement et à l'accompagnement de ces jeunes entreprises. Parce que l'incubateur offre aussi des formations, donc des formations de qualité, donc des formations dans le marketing, dans le management, dans le montage de leur business model Canva, dans le montage de leur business plan. Donc tout ça, ce sont des formations qui à l'extérieur coûtent excessivement cher et que l'université met à la disposition des étudiants gratuitement. Il faut le dire, la gratuité aussi de l'enseignement, c'est un acquis de notre pays. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de cadres compétents. Parce que quand on ouvre la voie, quand on donne la possibilité et l'opportunité à tous d'avoir des études fiables d'abord, et puis ça peut donner beaucoup de compétences. La preuve, c'est que chaque année, il y a l'université qui donne des cadres de haut niveau, de bon niveau, et des compétences qui sont, on va dire, courtisées ailleurs, parce qu'on nous chippe beaucoup de cadres, hein, c'est ça. Tout à fait, on nous chippe énormément de matières grises. Oui. Voilà. Et l'État, justement, essaye de mettre en place tout un environnement pour maintenir la matière grise sur le territoire national. Je crois que je vais vous laisser vous reposer un peu. Je ne vous ai pas laissé tranquille. Avec plaisir. Mais je vais vous offrir alors le temps de caler le sujet. Donc, vous savez, quand vous parliez de multisecteurs, différentes spécialités interdisciplinaires, oui. Vous savez, dans notre métier, on rencontre beaucoup de gens qui ont plusieurs compétences. Voilà. Alors, il y a voilà, lui aussi, Mehdi et Oussama, qui ont innové en mettant à la disposition, bien sûr, des artistes cet espace dans leur café, restaurant, pour permettre à ces artistes de montrer leur talent. Et c'est ce que recherche pratiquement tout le monde, hein, c'est ça, c'est mettre en évidence et mettre en valeur ces talents parfois caché. On ne soupçonnera jamais un chirurgien dentiste d'être artiste peintre, c'est ça, hein? Tout à fait, exactement. Et donc je pense qu'à l'université, vous recherchez ça aussi, ce genre de talent caché, de passion, qui serait lié à l'innovation. Ça serait bien de trouver un mix de tout ça, c'est ça? Tout à fait. Je vais vous dire, donc dans les projets de start-up et les projets de micro-entreprises que nous avons accueillis, que nous accueillons au niveau de notre incubateur, il y a des projets qui n'ont rien à voir avec le profil d'éducation des étudiants. Justement, donc parfois, le projet émane d'une passion qui n'a pas une relation forcément systématique avec les études. Et nous avons ce type de projet au niveau de notre incubateur. Alors d'ailleurs, à l'université, je crois, 3, vous avez le seul département agriculture. Oui.
qui forment des étudiants dans différents arts. C'est bien, ça. C'est aussi probablement une voie d'innovation aussi. Tout à fait, exactement. D'ailleurs, il y a beaucoup d'étudiants d'art et culture qui ont des projets de start-up et des projets de micro-entreprises. Donc, nous leur donnons également la possibilité de s'épanouir à travers leur métier, à travers leur éducation. Donc, l'art est quelque chose d'extrêmement important dans la société, dans la culture. L'art aussi permet en fait de s'épanouir. À s'épanouir et puis à traduire à travers les œuvres artistiques ce que nous sommes, ce que nous représentons, nos origines, notre culture, ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Donc l'art a une part extrêmement importante dans la société et dans le développement aussi de l'individu. Alors si je vous demande par exemple de faire un constat maintenant temporel, c'est-à-dire maintenant, comme vous avez dans votre incubateur des projets, vous avez quoi comme projets maintenant qui sont en voie de maturation? Très bien. Donc les projets sont très diversifiés, très diversifiés. Nous avons des projets de l'ordre de la gestion et du management des entreprises. Donc c'est des projets assez innovants qui vont aider les entreprises à développer, à améliorer leurs compétences, à gagner du temps et donc à gagner de l'argent. Nous avons également pas mal de jeunes startups qui vont aider au développement des procédés qui sont déjà existants. Donc il y a des procédés qui sont déjà existants et nous avons des étudiants qui vont améliorer ces procédés en gagnant du temps. Et donc nous avons des procédés par exemple qui durent 6 mois et qui vont durer à peine 36 heures. Donc ça c'est un gain énorme. Et puis nous avons pas mal de projets qui sont dans l'ordre du recyclage, de la transformation des déchets, du recyclage de ces déchets. Donc lorsqu'on parle d'économie circulaire, de développement durable, il y a énormément de projets dans ce sens. Donc il y a la récupération des squelettes des poissons. Pour en faire récupération des squelettes de poissons pour en faire des produits cosmétiques et pharmaceutiques, récupération des coquilles d'œufs, récupération, donc différentes sortes de déchets. Et puis nous avons également des projets qui vont aider le développement de l'agronomie. Donc c'est des projets qui sont très diversifiés, et puis des projets d'ordre culturel et artistique qui vont mettre en réseau les artistes entre eux et voilà, donc très diversifié. Alors, reste bien sûr, bon, c'est bien d'avoir des projets, c'est bien d'avoir des projets en incubation, comme vous le dites. Oui, des projets aussi d'ordre sociétal. Par exemple D'ordre sociétal, qui vont mettre en relation les malades avec des aides-soignants. Donc, on a des réseaux comme ça. Je n'ai pas le droit de divulguer. Non, bien sûr, mais bon, en généralité. Parce que pour la propriété intellectuelle, ils doivent inscrire leur projet pour avoir soit leur brevet, soit leur label projet innovant. Mais en gros, c'est ça. Donc, c'est des projets qui sont très diversifiés et qui ont un impact réel sur le développement économique et un impact réel et concret sur le développement de la société. Alors, l'autre avantage que vous avez, comme on l'a vu sur les images que vous voyez, c'est l'impressionnant matériel que vous avez. Ah, c'est extraordinaire. Oui. Il y a même des machineries uniques en Afrique, uniques dans le Maghreb, uniques dans le monde arabe. Ça, c'est impressionnant à l'université. Ça, c'est impressionnant. Donc, ça aussi, c'est un capital matériel qui est mis à la disposition des étudiants, justement, pour développer leurs projets. Donc, comme je disais tout à l'heure. Et gratuitement, il faut le rappeler toujours. Et gratuitement, il faut le rappeler. Donc, l'État a énormément investi justement dans l'équipement des universités et pour mettre justement à la disposition de ces étudiants ce matériel impressionnant. Effectivement, nous avons des machines qui coûtent 42 milliards de centimes. Ah, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et unique surtout, parce qu'il n'en a pas beaucoup. Tout à fait, exactement, tout à fait. Donc l'université est bien équipée et en train aussi de s'équiper encore davantage pour être la plus performante possible. Ça, c'est important. Parce que lorsqu'on est performant, lorsqu'on a des machines comme ça, des engins, un matériel impressionnant, on va accueillir, là, on est en train d'accueillir gratuitement les jeunes start-upers, mais dans le futur, on peut accueillir des entreprises qui vont venir chez nous justement pour faire leurs prototypes, etc. Et ça pourrait être une source d'argent futur pour l'université. Voilà. Donc, c'est un investissement, mais qui est rentable aussi à long terme. Oui, non,
ce n'est pas un investissement qui a un objectif seulement scientifique et pédagogique, mais au-delà, il peut même être industriel, puisque plusieurs fois, les responsables de l'université ont lancé des appels pour peu qu'ils trouvent une oreille attentive auprès de nos industriels privés ou publics, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour fabriquer de la pièce de rechange, de l'innovation. Vous pouvez les aider même dans plusieurs secteurs, pas seulement dans l'entretien, dans le maintien, mais aussi dans différents secteurs, peut-être en innovant dans leur production, par exemple. Exactement. Il faut savoir qu'au niveau de Constantine III, nous avons un centre de recherche en mécanique qui a un matériel assez impressionnant et qui travaille dans le reverse engineering. Donc, c'est le développement et la création de pièces mécaniques qui pourraient coûter, dont l'importation coûte excessivement cher et qui sont productibles. On a visité récemment, la plateforme technologique de l'école polytechnique. Elle est impressionnante, comme tous les laboratoires, les Fab Labs que nous avons vus. Ça réconforte un peu, quelque part, mais aussi ça entretient des soucis. Pourquoi les gens ne viennent pas? Peut-être qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait ce pont entre le monde le secteur de l'industrie, par exemple, ou de la production, ou le secteur économique et l'université. Très bien. Donc les gens ne venaient pas. Non. Ne venaient pas. Là, ils commencent à venir. Je ne dis pas que c'est suffisant. Ça reste à développer, à travailler. Il faut savoir qu'au niveau de notre université, nous avons ce qu'on appelle le BLEU. Donc c'est le bureau de liaison entreprise-université, justement, et qui va à l'avant, donc à la recherche de ces entreprises, des boîtes. Pas plus tard qu'hier, une convention a été signée entre l'université de Constantine III et le laboratoire pharmaceutique LMD, donc LDM, pardon. LDM, ouais. Donc l'université va justement vers le secteur socio-économique pour signer des conventions, avec, j'ai envie de dire, un cahier de charge à blanc pour leur dire voilà ce que l'université peut apporter, voilà. Et vous aussi, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Parce qu'il faudrait que ça soit une relation gagnant-gagnant. Ah oui, bien sûr. Il faudrait qu'ils puissent profiter de ce que nous avons comme capital connaissance et aussi que ces entreprises, que ces industries puissent aussi accueillir nos futurs étudiants et qu'il y ait un réel travail de partenariat entre les deux. Donc il ne faut plus que l'université soit cloîtrée dans les murs de l'université. Il faut s'ouvrir. C'est le cas de le dire, c'est une ouverture. Voilà, c'est ce que nous faisons. Et puis aussi, il faudrait que les industries croient en la recherche et qu'il y ait cet échange. Pour peu qu'il y ait un échange d'idées. Vous savez, c'est bien de s'inspirer de la passion de nos aînés, de nos grands-mères, pourquoi je dis grand-mère? Parce que je ne vais citer que des femmes à la veille de la journée de la femme. Un très beau portrait d'une femme qui a voué toute sa vie à l'agriculture traditionnelle. L'Haja Barkahoum fait partie de ces rares femmes qui ont perpétué la tradition. Ça serait bien de s'inspirer de sa passion pour en faire, pourquoi pas, ça peut être source d'idées pour les start-up nouvelles. Là, c'est une source d'inspiration extraordinaire. Voilà, la passion. Et bon, pourquoi ce reportage? C'est un peu pour parler du rôle de la femme au sein de l'université. Je pense que là, maintenant, il y a des doyennes, de différents cas, responsables, vice-recteurs, je ne sais pas. C'est quand même, on va dire que la femme, maintenant, occupe pas un grand poste, mais elle occupe une grande place au sein de l'université, notamment dans l'encadrement. Tout à fait. Donc, la femme actuellement, notamment la femme universitaire, donc elle n'est plus uniquement enseignante universitaire, comme vous venez de le dire, elles occupent des postes importants, des postes de direction, il ne faut pas avoir peur des mots. Oui. Donc, voilà, donc la femme, elle a un rôle très important à jouer dans le développement de la société, notamment celles qui ont choisi de faire des études supérieures, parce qu'elles vont acquérir des connaissances, elles vont acquérir des compétences, elles vont acquérir aussi une expérience qu'elles vont mettre au profit de la société.
Voilà, donc la femme universitaire aujourd'hui, elle va participer au développement de la société, d'abord dans le domaine de la recherche et de l'innovation, dans ces domaines... Pas seulement dans l'enseignement, mais aussi dans la gestion des départements. Exactement, dans la gestion des départements, aussi dans la production de programmes, de politiques, donc des politiques éducatives, des politiques de santé, des politiques de développement de l'économie. Elle participe aussi en tant qu'enseignante, en tant que leader, parfois aussi en tant que mentor, à la formation des futurs leaders de la société. Donc, elles vont contribuer à la formation et à la construction d'un citoyen éclairé, d'un citoyen responsable, d'un étudiant qui est systématiquement, ou dans la plupart du cas, ce sont les futurs dirigeants de notre société. Donc, elles contribuent de manière directe ou indirecte au développement de la société sur différents plans. Une question personnelle. Oui. Êtes-vous satisfaite de votre rôle au sein de l'université en tant que femme? Ah oui. En fait, je m'épanouis énormément dans ma fonction d'enseignante-chercheur. Et une fois, je leur ai dit, quand je perdrai cette passion, je n'exercerai plus ce métier. Donc, ce n'est pas justement juste un métier, c'est une passion. L'enseignement et la recherche, c'est une vocation. Tout à l'heure, nous avions vu la chirurgienne dentiste qui avait aussi pour passion le côté artistique. Voilà. Et bien moi, ma passion, c'est mon métier. J'ai la chance que ma passion soit mon métier. Ça, c'est bien. Beaucoup de gens vont vous envier, mais vous n'êtes pas seul. C'est vrai qu'au sein de l'université, il y a un encadrement quand même assez... ce qu'on a vu, il y a des vice-recteurs femmes, il y a des doyennes femmes, il y a des responsables. Ça veut dire que l'université, au-delà de son rôle de former des compétences, elle valorise aussi la femme. Exactement, elle valorise aussi la femme. Et il faut dire aussi que la femme a des compétences importantes, d'où l'occupation de ces postes de direction. Donc ce sont des postes qu'elles ont largement mérités. Alors vous avez aussi mérité largement. On va vous offrir au nom de la télévision, de la station régionale, au nom de tous les travailleurs, et bien à l'occasion de cette journée internationale de la femme qui sera célébrée demain, nous on est un peu en avance, vous savez, dans le monde du journalisme, on est un peu en avance. Voilà, je vais vous offrir cette belle fleur. Merci beaucoup. Merci à vous et à toutes les femmes de l'université. Je suis flattée, donc je reçois la fleur au nom de toutes les femmes de l'université. Voilà, vous leur passerez un grand bonjour, voilà. Et puis je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez un dernier mot avant de nous quitter, eh bien je vous laisse le soin de conclure. Tout le plaisir est pour moi. J'ai envie de dire que nous sommes tous responsables. Nous avons tous une part à jouer dans le développement de la société, qu'il soit économique, culturel, sociétal. Donc, occupons le poste qui nous revient de droit. Merci. Merci beaucoup, Madame Boufnara Kalima. Je rappelle que vous êtes professeure, enseignante à l'Université de Constantine. Vous vous occupez de recherche scientifique et de l'incubateur. Vous accompagnez les jeunes dans la dernière étape, dans la concrétisation de leurs projets. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à rajouter? Alors, mes amitiés à Madame Sahraoui et à Imen Benjmil, qui sont vos consoeurs, voilà. Et puis à toutes les femmes de l'université en cette occasion. Eh bien, moi, je vais vous offrir une chanson en attendant de recevoir une autre femme à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Et à très bientôt, Inch'Allah. Merci.